Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la salle de rédaction d'ILTV pour le lancement du numéro de décembre de votre magazine d'information Agglo et vous. Et je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire. La gratuité du réseau de transport Tadao, c'est pour le 1er janvier 2026 et on vous explique les modalités dans ce magazine. Nous aurons également une large page consacrée à la protection de la biodiversité, opération avec les écoles ou encore protection de la ressource en eau. L'agglomération est au cœur des actions. Gros plan ensuite sur la nouvelle corde à l'arc de l'association Dynamique Insertion Emploi, le maraîchage. À Libercourt, nous verrons que la science est au programme des centres de loisirs et des CAJ à la suite d'une formation spécifique et nous terminerons au lycée Sené d'Hénin-Beaumont pour une représentation théâtrale sur le thème de la sécurité au travail. On débute donc ce magazine par la thématique transport et la future gratuité du réseau de bus Tadao. Elle sera effective au 1er janvier 2026 et les élus des territoires concernés ont récemment présenté les modalités résumées avec ce reportage signé Sébastien Zanchetta. Il y a eu effectivement cette volonté politique forte de rendre la mobilité accessible à tous. Donc il y a eu effectivement consensus politique sur cette question-là, presque total, mais le fait majoritaire, largement, aux 2/3, l'a emporté. Et donc, il y aura effectivement gratuité sur le réseau Tadao à compter du 1er janvier. À l'image des réseaux de transport de Dunkerque, Compiègne, Châteauroux ou Montpellier, le réseau Tadao qui dessert les agglos d'Hénin-Carvin, de Lens-Liévin et de la Cabalère passe à la gratuité totale. Les élus de 2 des 3 territoires concernés en ont fait récemment l'annonce officielle lors d'une conférence de presse. Je porte ce sujet depuis longtemps. On a même voulu anticiper puisqu'on a remboursé les frais de transport déjà cette année. Donc, grosse sérénité et je suis sûr que ça sera vraiment une dynamique qui va s'enclencher en matière de mobilité sur notre territoire. On est entre 25 et 30% d'augmentation de fréquentation de nos bus. Alors, c'est que le début, l'année n'est pas encore terminée. On pourra le mesurer avec les cellules de comptage très précisément dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, la dynamique, elle est déjà créée. La gratuité, partout où elle s'est mise en place, on a pu aussi constater que l'attractivité, le rayonnement, le développement de ce territoire, effectivement, progressait. Tout le monde n'a pas de voiture aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas forcément se bouger comme il l'entend. Et donc, en rendant cette mobilité facile et gratuite, je pense que forcément, on facilite la vie des gens au quotidien. Mais si les usagers ne paieront plus pour monter dans le bus à partir du 1er janvier, les frais de fonctionnement du réseau demeurent et devront quand même être pris en charge par quelqu'un. Alors qui s'acquittera de la facture ? Ça va être absorbé à la fois par Tadao qui investit 10 millions d'euros en particulier pour le parc, renforcer le parc de bus, et par les collectivités locales qui vont mettre 10 millions supplémentaires à L3. Pour la communauté d'agglomération, c'est 2,5 millions d'euros supplémentaires de contributions qui ont été intégrés dans notre budget pour l'année prochaine. Le jeu en vaut la chandelle ? Bien sûr. On parlait de choc de mobilité et alors ça a été rappelé à de nombreuses reprises, un gain de pouvoir d'achat et puis notre agglomération a voté un projet de territoire écologique. Donc quand on parle de transport gratuit, c'est moins de voitures sur les routes, moins de pollution, moins de bruit et donc ça va dans le sens des politiques que la communauté d'agglomération a voulu mettre en place. Et dans un contexte difficile où les Français redoutent les augmentations d'impôts, se pourrait-il que les agglos concernés utilisent ce levier pour financer à l'avenir cette gratuité ? Sur ce point, Laurent Duporge est très clair. Ce ne sera pas effectivement à cause de cette gratuité que les agglos augmenteront. Il y a des choix qui ont été faits par une communauté d'agglos. Et puis Artois Mobilité assume pleinement ses responsabilités. Si Artois Mobilité met 10 millions d'euros sur la table, c'est qu'il a la possibilité de le faire parce que là aussi, il y a une bonne gestion et il y a des choix politiques qui sont faits. Alors, en 2026, à l'heure des bonnes résolutions, roulons avec le bus vers de nouveaux horizons et laissons la voiture à la maison. Quand il s'agit de parler des consignes de tri ou du respect de l'environnement, on le sait, les enfants sont un formidable vecteur. La preuve en images et en paroles avec 2 initiatives menées par l'agglo Hénin-Carvin en matière de biodiversité. La première édition de l'opération Monte le curseur de la biodiversité dans ton école touche à sa fin et les plaques symboliques fleurissent sur les façades des établissements participants. Une opération lancée en septembre 2024 avec pour objectif de sensibiliser les jeunes au respect
et au développement de notre biodiversité. Explication de la démarche, ici, à l'école Jean Moulin de Courrières. La première étape, c'est de présenter le projet, de sensibiliser les élèves à la notion de biodiversité. Ensuite, deuxième étape, faire des inventaires de la faune, de la flore, faire un travail de carte pour évaluer la biodiversité de l'école. Donc ensuite, chaque école a obtenu une note sur 63 points. Le premier résultat était 22, ce qui n'était pas beaucoup. On a été un peu déçus au début. Ensuite, les élèves ont proposé différentes actions pour justement améliorer cette note. Déjà un potager et de planter des fleurs dans des pots pour après les mettre dans la terre. Les élèves ont également planté des haies et participé à l'installation de prairies fleuries. Non seulement agréables au regard, ces espaces sont également un régal pour la faune et les insectes en particulier. Au final, 6 établissements scolaires de l'agglomération ont ainsi contribué au succès de l'opération. Ce qu'on souhaite, c'est que les écoles qui ont participé lors de l'année scolaire 2024-2025 transmettent le flambeau aux autres classes pour que le projet pérennise dans les différentes classes. Et on relance aussi cette opération auprès d'autres écoles pour l'année scolaire 2025-2026. Les enfants de la première campagne seront les meilleurs ambassadeurs dans leurs établissements et leur entourage. On pense que c'est bien et qu'après ça peut sauver un peu plus notre planète. Parce que vu les dégâts qu'on a fait, c'est bien cette action, quoi. Quelques jours plus tard, c'est au Parc des Îles que d'autres écoliers avaient rendez-vous pour des plantations d'arbres et d'arbustes. Une action rendue possible par Veolia, le délégataire actuel de l'agglomération pour la gestion de l'eau potable. Pour ces plantations participatives, c'est l'association Canopée Reforestation qui a été retenue avec le concours d'école du territoire. Pour le choix des espèces, la priorité a été donnée aux essences locales. Il y a un peu moins de 900 arbres pour à peu près 2600 mètres carrés. Donc c'est toujours des grands ovales, des ellipses comme c'est le thème ici. Ce sera, je crois, des aires de pique-nique. Donc il y aura des accès dans les ellipses pour pouvoir aller aussi à l'intérieur, pas juste regarder de l'extérieur. Troène, aubépine, viorne, mais aussi chênes, sorbiers et autres sols accompagneront prochainement le développement du Parc des Îles. La protection des champs captants et de la ressource en eau potable est une priorité pour les élus de l'agglo Hénin-Carvin. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à travailler avec des associations locales pour favoriser et développer la biodiversité du bois de Kiri-la-Motte qui abrite les forages en eau potable. Explication avec ce sujet. Dans les années 80, à la fin du siècle dernier, Gaëtan Cavite se déplaçait régulièrement à Kiri-la-Motte avec ses collègues ornithologues amateurs et naturalistes. Au milieu de ce qui n'était alors qu'un couloir de verdure avec quelques plantations tout en ligne le long de l'Escrebieux, il pouvait y passer des heures à y écouter et à y observer les oiseaux. Ici, grâce à l'Escrebieux et puis les quelques peupleraies qu'il y avait, et puis tout le long de l'Escrebieux, un couloir arboré, on avait notamment la présence de la chevêche d'Athéna, une petite chouette, puisqu'il restait quelques prairies encore, et puis tout un cortège d'oiseaux forestiers, quoi. Pas forcément des oiseaux rares, mais des oiseaux qu'on ne voit pas dans les grands champs cultivés, quoi. Et du coup, à partir du moment où il y a eu des projets de protection du champ captant, etc., où on s'est un petit peu mêlé de ces affaires-là pour dire attendez, il y a peut-être des choses auxquelles il faut faire attention. À l'époque, élus et techniciens de ce qu'on appelait le district Hénin-Carvin ont immédiatement saisi l'opportunité de ce partenariat. Depuis lors, l'agglo Hénin-Carvin fait appel régulièrement à ses spécialistes afin d'enrichir ses réflexions et ses actions pour développer et entretenir cet espace boisé de protection de la ressource en eau. C'était en 1998 de mémoire, c'était dans le cadre du reprofilage et de l'étanchéification de l'Escrebieux qui était destiné à lutter contre le taux de nitrate qui était trop élevé pour les stations de pompage qui sont à côté. Et donc là, on s'est un peu ému de ces travaux et on s'est dit non, on n'a pas envie de voir un fossé anti-char, mais il faut faire autre chose. Et donc on a contribué, je pense, à ce que le site reste avec une certaine naturalité, puisqu'il y a encore des arbres tout le long. Et puis en plus, les plantations qui sont intervenues en 2003-2004, dans le but de protéger les champs captants, étaient une occasion pour nous de suivre
l'évolution de la population d'oiseaux. C'est ainsi qu'il y a 30 ans, à la même époque que l'escrebieux a été reprofilé et que la forêt a été plantée, des nichoirs ont été posés pour les oiseaux qui utilisent des cavités pour se nicher. Il y a une douzaine de nichoirs qui restent encore sur le site. Presque 30 ans après la plantation, ils continuent de servir. Forcément, la forêt est encore jeune et il n'y a pas de vieux arbres qui viennent se substituer et offrir des cavités aux oiseaux. Donc le taux d'occupation est toujours très bon. Mais il y a des espèces qu'on voyait qu'on ne voit plus. C'est le cas du moineau friqué, par exemple. Et même ici, malgré les nichoirs et malgré encore la présence de prairies, de clairières, le moineau friqué a disparu. Et on constate depuis quelques années l'absence aussi de la chouette dont je parlais tout à l'heure, la chevêche d'Athéna. C'est sans doute dû au fait qu'il lui faut un milieu bocager et géré de manière continue, quoi. C'est tout le sens des discussions actuelles entre le GON et l'Agglo Hénin-Carvin. Comme quoi, il est tout à fait possible d'améliorer la biodiversité des espaces naturels tout en s'acquittant des règles en matière de protection de la ressource en eau. Direction à présent Drocourt et les jardins de l'association Dynamique Insertion Emploi fraîchement inaugurés. Ou comment un acteur incontournable de l'économie sociale et solidaire du territoire s'est lancé dans le maraîchage. Reportage. Depuis quelques semaines, les jardins de l'association Dynamique Insertion Emploi sont ouverts, route d'Arras à Drocourt. Un projet de maraîchage et une nouvelle corde à l'arc d'un partenaire historique de l'agglo Hénin-Carvin en matière d'économie sociale et solidaire. C'est une structure qui a près de 30 ans maintenant, qui regroupe 120 équivalents temps plein en salariés, 4 magasins aussi où on peut trouver ces produits remis au goût du jour et remis en circulation, qui entretient vos jardins si vous en avez besoin et qui aujourd'hui produit ce que vous mettrez demain dans vos assiettes. Donc c'est vraiment un acteur incontournable pour nous. Quand l'idée d'un maraîchage a germé dans l'esprit d'Odette Daucher, la présidente de l'association, elle s'est naturellement tournée vers le maire de Drocourt pour trouver un terrain. Et c'est finalement sur cet espace inutilisé, situé à quelques encablures du siège social de l'association, que DIE a planté ses premiers légumes, tout en rachetant pour une somme modique ce bungalow pour en faire un espace de vente. L'aide de l'agglomération fut alors décisive. L'agglo nous a beaucoup aidés dans une opération qu'ils appellent coup de pouce. Ils nous ont financé aussi à hauteur de 100 000 €. Je dois dire que c'est bien parce qu'il a fallu acheter des tracteurs proportionnés, il a fallu créer l'eau, il a fallu créer l'assainissement, il a fallu revoir la totalité de l'électricité. C'était un boulot monstre, mais quand on a la volonté, on y arrive, quoi. Au quotidien, 2 salariés et un encadrant technique veillent au bien-être de ces jardins et des légumes et fruits de saison. Du chou, du poireau, des courges, des courgettes. On a aussi mis des plantes aromatiques, thym, persil, ciboulette. L'année prochaine, on va mettre des arbres fruitiers, des petits fruitiers, framboises, cassissiers, des mûriers aussi. Pour écouler la récolte, DIE a noué notamment des partenariats avec les CCAS de Drocourt, Rouvroy et Bois-Bernard. Mais la réhabilitation du bungalow ouvre bien d'autres perspectives. Aujourd'hui, on présente un bungalow, mais vraiment transformé. On a 2 belles salles. Une salle où on apprendra les familles qui le veulent à cuisiner les légumes que nous avons cultivés. Et puis on va accueillir les enfants des écoles. Ces enfants bénéficieront bientôt non seulement de carrés potagers, mais aussi de lignes de culture bien à eux. À Libercourt, fin décembre, les enfants des centres de loisirs et des CAJ participeront à un grand concours robotique. Pour ce faire, ils auront entre-temps réalisé un véhicule de A à Z grâce aux précieux conseils de leurs animateurs. Nous avons assisté à la formation de ces animateurs par le biais de l'association Planète Science Hauts-de-France. Dans le cadre de sa compétence politique de la ville, l'agglo participe à l'émancipation de ses habitants par le biais de projets originaux. Exemple récemment à Libercourt, où la science et l'électricité en particulier étaient à l'honneur. L'association Planète Science Hauts-de-France est une association qui a pour but d'amener la science vers tous les publics et de la vulgariser, de la faire la pratiquer au plus grand nombre en fait. Et de montrer aussi que la science, en fait, il n'y a pas de barrière et que n'importe qui peut y accéder et peut réussir en fait.
Pendant 2 jours, Sandrine Flamand s'est adressée à l'équipe d'encadrants du centre d'animation jeunesse de Libercourt. Objectif, réaliser un véhicule roulant le plus droit possible tout en abordant des notions d'électricité. On ne donne pas un cours magistral, nous. Nous, on passe vraiment par l'expérimentation. Et on fait la même chose en fait avec les équipes d'animation. On les met en condition comme les enfants. On leur dit, voilà, j'ai un défi. Tu as une ampoule, tu as une pile, tu m'allumes l'ampoule. Deuxième défi, on rajoute une douille. Troisième défi, on rajoute des câbles électriques. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à construire un circuit électrique qui va être plus maîtrisé. Dans une ambiance détendue et de joyeuse opposition, les animateurs se sont familiarisés avec ces concepts nouveaux. C'est vraiment trouver un équilibre pour que le véhicule puisse avancer entre l'avant, entre l'arrière, les branchements, puisqu'il faut relier le moteur avec la pile, avec les câbles. Donc c'est pas évident quand c'est nouveau pour tout le monde. Le défi ultime sera de transmettre ces connaissances aux enfants, que ce soit en périscolaire pour les 6-10 ans ou en centre de loisirs pour les 11-15 ans. Je pense qu'il faut savoir se projeter tout de suite. Quelles consignes on va donner aux jeunes, quels conseils on pourra leur donner, parce que forcément ils vont nous poser une multitude de questions. Donc il faut qu'on soit en capacité de leur répondre. Et puis j'espère qu'on va pouvoir l'appliquer pas une seule fois, mais plusieurs fois à des publics différents au fil des années. Rompue aux actions menées avec les publics des maisons de quartier et des centres sociaux, Sandrine Flamand a su donner les clés de la future réussite aux encadrants. L'action prévoit également le matériel pour la fabrication des véhicules qui devront percer des ballons lors du prochain concours. Une fois que les enfants ont réalisé leur robot, nous, ce sera le 17 décembre, il y aura le concours robotique, où là, tous les enfants vont venir avec leur robot finalisé. Et ils vont pouvoir concourir les uns contre les autres. Pour certains, ce n'est pas gagné, mais l'ambiance promet d'être belle. Qui a dit que la culture et le théâtre n'avaient pas leur place dans les ateliers de formation d'un lycée professionnel? Certainement pas les professeurs du lycée Henri Senet d'Hénin-Beaumont, ni les acteurs et le metteur en scène de la nouvelle compagnie. Ils y ont en effet présenté au sein du lycée leur nouvelle pièce qui s'intitule En route vers Ubu, et ça tombait bien puisque cette pièce aborde le thème de la sécurité au travail. À l'invitation de la ville de Grenay, Eram Sobani a travaillé sur le témoignage d'habitants et d'habitantes autour de l'engagement et du souvenir de l'exploitation minière. Un matériau que le metteur en scène souhaitait utiliser pour l'écriture de sa nouvelle pièce. Mais c'est à l'occasion d'une semaine de résidence au lycée Henri Senet d'Hénin-Beaumont qu'Eram Sobani a commencé à entrevoir la possibilité d'en faire un spectacle. Une résidence au cours de laquelle il a échangé avec les élèves de la section chaudronnerie-soudure. Il m'a apparu qu'il y avait tellement de liens entre ce qu'ils vivaient et ce qu'avaient vécu à l'époque leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents, que c'est cette porte d'entrée que j'ai voulu prendre, c'est parler de la chaudronnerie-soudure et ce qui se passe aujourd'hui pour de jeunes gens de 16-17 ans, notamment les accidents du travail, et notamment des accidents du travail parfois graves, et la manière dont ils sont pris en charge ou pas pris en charge, comme ça pouvait être le cas au temps des mines. La pièce En rouge vers Ubu était née, un récit croisé intergénérationnel qui illustre l'oppression sociale, économique et politique d'une époque à une autre. L'idée, c'était de partir de vraiment des paroles entendues à Grenay, des paroles entendues ici. Donc il y a même des phrases qui ont été prises telles quelles, quasiment, des rencontres et des audios que j'ai fait à partir de là. Et puis après, il s'agissait de rendre une parole orale, mais qui soit très écrite. Donc par exemple, dès que ça parle d'un accident en chaudronnerie-soudure, tout d'un coup on se rappelle de Liévin, tout d'un coup on se rappelle de Courrières, tout d'un coup on peut aussi se rappeler de Victor Jara, qui est un chanteur chilien qui avait beaucoup chanté ces questions-là. Et c'est essayer de créer des ponts et de créer d'autres récits que ceux qui parfois sont admis, à savoir que peut-être que le malheur des ouvriers viendrait de trop d'étrangers en France, etc. Bon. Voilà, certains récits qui semblent s'imposer de plus en plus. Le spectacle a été joué très récemment dans l'atelier de chaudronnerie du lycée devant des élèves qui ont pu profiter de ce moment de culture sur leur lieu de formation. Un moment spécial pour François Roussel, à l'origine de ce travail avec Eram et sa compagnie théâtrale il y a 2 ans. Un professeur forcément ému de réentendre les mots de ses élèves dans la pièce.
Là, c'est assez extraordinaire parce que c'est vrai que je me reprojette 1 an et demi, 2 ans en arrière où je vois l'élève qui dit ces paroles-là. Et c'est bien parce que ça nous montre justement que la culture, le théâtre, mais la culture en général, la littérature, elle s'intéresse à nous, elle éclaire notre monde et elle nous permet de mieux comprendre un petit peu tout ce qu'on vit et ce qu'ont vécu les générations qui nous ont précédés. Les prestations de Mathilde Lecarpentier et de Thomas Nollet ont pu parfois dérouter les jeunes spectateurs, mais tous ont été séduits par le spectacle qui leur était proposé. Au retour en classe, j'ai eu des bons échos. Moi, ils ont bien aimé les élèves. Ils se sont sentis concernés quand même par ce qu'ils ont vu. Voilà, c'est un petit peu ce qu'ils vivent aussi au quotidien, ce qu'on leur raconte également du monde du travail, parce qu'il y a aussi des échanges avec les familles. Et donc, oui, c'est très représentatif de ce qu'ils savent. En rouge vert ubu met en valeur la force qui s'exerce à travers le travail des ouvriers en général et des élèves chaudronniers en particulier. Une force pour réaliser de très belles choses, mais aussi, comme le rappelle ce spectacle, pour contester une organisation de travail ou économique défaillante, susceptible de les mettre physiquement en danger. Voilà, ce numéro de décembre de votre magazine touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous en janvier pour de nouveaux reportages. Entre-temps, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. À très bientôt. Retrouvez l'Aglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.